Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, nous sommes le mardi 12 juillet 2022, on a un marché finalement qui stagne, qui range entre deux bornes, hein. D'ailleurs si on zoome sur ce graphique en journalier, on constate qu'au niveau des clôtures, on a un range qui se situe entre approximativement les 18 950, donc on va dire quasiment 19 000 dollars, et 21 500 dollars approximativement. On voit que depuis le 18 juin, où nous avons touché un bottom, qui n'est peut-être pas le bottom définitif, mais en tout cas qui a le mérite d'exister aujourd'hui aux alentours de 17 700 dollars, et ben on voit qu'on se stabilise et qu'on stagne depuis quasiment un mois désormais. Si on dézoome un petit peu, qu'on retourne sur le weekly, on observe clairement sur le graphique qu'on est passé quand même de 3800 à 69 000 dollars quasiment, lors de cette énorme phase haussière qui a eu lieu entre le 9 mars 2020 et ici le 8 novembre 2021. Aujourd'hui, on a un réel retracement, un réel bear market qui s'installe et on revient, on le voit et on l'observe ici dans cette zone de rechargement que je vous trace à l'écran, donc qui se situe entre les 61,8 et les 78,6. Voilà, on a même touché le bas de cette zone de rechargement sur cette mèche indexée dont on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, on est plutôt sur une localisation intéressante sur laquelle on peut se dire que de l'investissement pour du long terme pourrait être intéressant, notamment si on fait du DCA, qu'on achète petit à petit, tous les mois par exemple, même si on a un Bitcoin qui continue de chuter, on ne sait pas, on peut très bien aller chercher des niveaux inférieurs. On est tout de même sur un moment historiquement bas, enfin quand je dis historiquement bas, ça arrive tous les 4 ans, on le sait, mais sur un moment où à chaque fois, voilà, si je me mets ici en logarithmique, je vais vous remontrer ce graphique. Je reprends l'historique du Bitcoin depuis sa création. On est sur un moment bas, voilà. Vous en avez eu un ici, et là on est en train d'entrer dans ce moment effectivement où c'est pourquoi pas intéressant d'acheter par ici, vous voyez, tout simplement. Vous imaginez une sorte de courbe comme ça qui se trace, qui se dessine, qui est très bien représentée sur d'autres indicateurs. Là je l'ai fait à la main de façon un peu moche, mais vous avez compris l'idée. Voilà, on peut aller plus bas, on le voit par exemple 18 000, 17 000, 16 000, 15 000, peut-être qu'on peut aller chercher les 12 000, j'en sais rien. En tout cas, on est sur cette partie, en fait, sur ce niveau de prix qui commence réellement à devenir intéressant, surtout quand on sait que le prix, ou plutôt son coût de production, est situé entre les 13 et les 20 000 dollars en fonction du prix de l'électricité, en fonction des pays, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on revient sur un niveau extrêmement bas, sur sa valeur, on va dire, quasiment intrinsèque qu'il peut avoir. C'était le cas également, lorsque nous étions ici en 2018, son prix de production était situé entre les 3 000 et les 7 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Effectivement, on a touché les 3 200, vous voyez. Donc, on revient vraiment dans cette partie de prix sur laquelle on se dit que voilà, il retrouve sa vraie valeur, sa valeur intrinsèque, en tout cas sa valeur de production. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction rapide, j'aime bien faire des petites introductions en parlant du long terme. On va se pencher sur le Bitcoin maintenant, sur du court terme, on va regarder le daily, on va aller voir les contrats dérivés, voir un peu ce qu'il se passe, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, qu'est-ce que les contrats dérivés nous donnent comme information. On va regarder également ça, donc là c'est sur l'Ether, on a également sur le Bitcoin, on va aller voir le Crypto Fear and Greed qui se situe sur les 16, donc le sentiment de marché remonte un peu. Effectivement, on a touché la peur extrême aux alentours des 6-7, et maintenant, voilà, on revient sur un indicateur où voilà, les gens commencent à accepter plus ou moins ce niveau de prix, même si on reste très faible tout de même. Et ensuite, on ira voir des altcoins, notamment le portefeuille fictif que l'on fait ensemble depuis maintenant 2 mois, avec un marché qui chute, donc effectivement un portefeuille qui diminue en valeur. Mais bien sûr, on a encore énormément de dollars à investir dans ce portefeuille, puisqu'on a investi par palier et que nous avons gardé la liquidité pour pouvoir acheter lors de confirmations qui nous intéressent. Et on va justement voir cette stratégie ensemble et voir comment est-ce que vous pouvez l'appliquer. Si vous, aujourd'hui, vous arrivez sur le marché des cryptos et que voilà, vous vous y intéressez que depuis une semaine, sachez que clairement, vous êtes sur des niveaux de prix où il est très intéressant de commencer ce genre de stratégie. Parce que si vous l'aviez commencé comme moi il y a 2 mois, vous seriez en négatif, alors que si vous la commencez aujourd'hui, vous serez probablement beaucoup plus gagnant sur le long terme. En tout cas, si on a ce prochain cycle qui se produit, comme ça a été le cas ces 10 dernières années. Voilà, après je sais malheureusement, et c'est malheureux mais c'est comme ça, aujourd'hui on est dans une période de temps où très peu de personnes sont nouveaux sur le marché, arrivent pour mettre de l'argent frais, etc. On est plutôt dans une partie où tout le monde vend ses cryptos, ou au mieux garde les cryptos qu'ils avaient achetés au mauvais moment en espérant pourquoi pas une future hausse. Mais on n'est pas dans un moment où voilà, beaucoup de particuliers ici sont en train d'amener de l'argent frais, etc. On est plutôt sur un moment où les grosses entreprises qui ont des millions et des millions de dollars sont en train d'acheter petit à petit et sur des ordres d'achat, à chaque fois qu'on a des mèches rouges comme ça qui se produisent, sont en train d'acheter les crypto-monnaies finalement à tous les particuliers qui eux sont en train de les vendre parce que voilà, c'est la panique et la majorité a tort, et la majorité, on parle en nombre de personnes, pas en quantité d'argent, puisqu'au niveau de la quantité d'argent, effectivement, il y a bien un moment où énormément de dollars sont à l'achat.
Et bien sûr, ces dollars viennent des grosses entreprises qui aimeraient diversifier un peu leur portefeuille avec 1 ou 2% de leur capital total pour l'investir dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies, mais ils prennent seulement très peu de risques en allant investir 1 ou 2% de leur capital. Sauf que 1 ou 2%, ça représente des millions et des millions de dollars, puisque je parle forcément de très très grosses entités. Voilà. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le Bitcoin. Donc je le répète, on est vraiment dans le bas de cette zone de rechargement. Donc c'est un fort niveau de support. Attention, c'est un fort niveau de support sur le long terme. On va aller maintenant zoomer ici, du coup, en daily, voir ce qu'il se passe. Et on observe ce range, voilà, qui s'établit ici depuis un mois, entre, je le disais tout à l'heure, les 19 000 et les 21 500. Aujourd'hui, tant qu'on est à l'intérieur de cette zone, rien à dire, il va falloir voir quel niveau on vient casser. Si on vient clôturer sur une journée au-dessous, finalement, des 19 000 $, ça sera la porte ouverte à des niveaux plus bas. Si jamais on vient clôturer au-dessus des 21 500, pourquoi pas retourner chercher sans problème, vous voyez ce niveau de résistance ici aux alentours des 28 000 $. Si on reste sur cette partie du graphique, on observe tout d'abord une première vague ici, une stagnation qui a duré entre le 11 mai et le 8 juin, donc un mois, une chute, une stagnation qui dure un mois, voilà. Et ce qui est intéressant de voir sur ces deux chutes, donc je cache la partie du graphique préalable, c'est que si je prends finalement un Fibo qui récupère ça, vous voyez, on est sur les 100% de façon très précise. Donc là, comme je le dis, je cache l'ancien graphique. C'est-à-dire que je me positionne ici. J'estime que cette valeur-là est égale à 100%. Donc alors je vais supprimer les deux lignes de range que j'avais tracées tout à l'heure. Tout simplement. Donc ça, c'est quoi? C'est la première chute. J'enlève ce Fibo. Voilà. Donc entre ce niveau-là de prix et ce niveau-là, on a 100%. Eh bien, on rétablit, on reprend ce 100%, vous voyez, et on le met finalement sur ce point haut, afin de regarder ce que représente cette seconde chute. Et on voit qu'également, on a établi 100%. Donc oui, on a fait 100% de baisse pour à nouveau établir 100% de baisse. Les 123,6 se situeraient aux 14 500. Si on prend 123,6% de la première baisse. C'est un objectif également qui est régulièrement atteint. Mais l'objectif le plus couramment atteint est effectivement les 100%. Donc les 19 200 qui ont été touchés. Là sur le court terme. Sur le long terme, on a vu qu'en fait ces 17 900 $, ça représente également le bas de la zone de rechargement que je vous montrais tout à l'heure sur le graphique très long terme. Donc on voit qu'il y a une cohérence entre ici cet indicateur court terme avec ce Fibo de prolongation et le long terme également sur la zone de rechargement. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. On peut se dire que là on est sur une zone de support assez pertinente sur laquelle on pourrait rebondir. On va maintenant dézoomer un petit peu plus et vous voyez qu'effectivement là la chute s'était d'abord amorcée, mais moi j'ai pris cette baisse là et cette baisse là pour représenter mon Fibo de prolongation et j'ai pas effectivement pris ce sommet là. Pourquoi? Parce que là on a eu une accélération baissière et là également une accélération baissière qui se sont effectuées sur la même temporalité. Donc en fait là on a clairement un AB égale CD, vous voyez, c'est vraiment très propre comme AB égale CD, mais si on dézoome plus et qu'on regarde le graphique par rapport au sommet de novembre, là on a également des vagues qui s'opèrent, mais cette fois-ci sur du plus long terme. Et on va voir que c'est pas tout à fait la même chose. On a donc une première vague comme celle-ci, voilà. Ensuite le rebond et la deuxième vague. Vous voyez finalement ce que j'ai identifié tout à l'heure comme un AB égale CD, je le positionne dans une seule vague cette fois-ci parce que je suis allé sur un graphique plus long terme. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait la même chose, on prend un Fibo de prolongation, on prend cette baisse, on le positionne ici et on observe que les 100% représentent ici les 12 000 $. Donc effectivement, il y a du potentiel à la baisse encore ici pour pourquoi pas aller chercher cet objectif des 100%, puisqu'on sait que c'est un objectif qui est très régulièrement atteint. Par conséquent, un des scénarios que moi j'ai envie d'imaginer, mais ça reste que spéculatif bien sûr, serait que sur le court terme finalement, donc cette partie du graphique là, eh bien effectivement on voit qu'on a eu un AB égale CD assez propre, qu'on ait un rebond pourquoi pas qui nous ramène vers les 28 000 $. Pourquoi les 28 000? Parce que c'est une zone de prix où effectivement on a un niveau de résistance assez important. D'ailleurs regardez si on prend toutes ces mèches basses qui ont eu lieu sur l'histoire du Bitcoin ici en janvier 2021, également en mai 2021 et à plusieurs reprises, vous le voyez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, eh bien ça représente les 29 200. Donc on n'est pas loin, c'est un niveau de résistance très intéressant. Donc si on a un petit rebond qui s'opère, attention aux 29 000 $, ça pourrait être un niveau sur lequel finalement le Bitcoin pourrait s'appuyer pour aller chercher enfin un nouveau plus bas. Afin de dessiner pourquoi pas ce AB égale CD sur du très long terme que l'on voit ici à l'écran pour représenter cette deuxième baisse finalement qui représenterait les 100% de la première. C'est très spéculatif ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire que c'est sûr le Bitcoin va faire cela, je vous montre simplement un des scénarios
envisageable, tout simplement ici, sur le graphique du Bitcoin. Dans tous les cas, on le sait, hein, c'est toujours pratique d'acheter par palier lorsqu'on a des réels retracements. Ici, on voit qu'on a quand même un joli retracement qui s'est opéré ces derniers jours. Donc on le voit, hein, il vaut mieux acheter sur des bougies rouges que sur des bougies vertes, même en journalier. Et là on constate qu'aujourd'hui on revient sur des prix, pourquoi pas, où on peut mettre quelques petits paliers d'achat. L'Ether, regardez, revient sur les 1000$, le Binance Coin 222$, Solana 33$ après finalement avoir touché les 40. Donc oui, on a des prix qui redeviennent tout de même intéressants. Polygon qui a quand même énormément performé, donc qui reste assez haut par rapport à ce qu'il était il y a quelques semaines. Atom Cosmos qui revient sur les 8$, hein, je crois qu'il a touché les 9 et quelques, quasiment les 10$. Donc voilà, quelques petits retracements qui s'opèrent en ce moment. Et vous pourrez me dire, oui mais si, CryptoOrganize, si tu penses qu'effectivement on va avoir un rebond ici aux 28 000 pour ensuite une continuation baissière, pourquoi est-ce que tu achèterais aujourd'hui des cryptos par palier en fait, alors que dans ton idée et dans ton scénario on ira plus bas? Parce que bien sûr que je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être que le bottom c'est maintenant, qu'on va rebondir plus haut, peut-être que là derrière on va se dessiner un W et que ça va repartir to the moon, et à ce moment-là, je regretterai énormément de ne pas avoir acheté pendant cette période de temps, même parce que j'aurais attendu un prix qui n'aura jamais été atteint pendant cette phase baissière, vous voyez. Donc c'est pour ça que je pense que c'est toujours intéressant, quoi qu'il arrive, de raisonner sur une période de temps précis. Par exemple, tous les mois, j'aime investir une certaine somme dans les cryptos, et pendant cette période de un mois, j'essaye d'identifier les bougies rouges, hein. Là on en a en ce moment, hein, depuis une semaine, peut-être que c'est une période, pendant ce mois-là de juillet, nous sommes le 12 juillet, où il est intéressant d'aller mettre quelques ronds dans les cryptos, tout en gardant bien sûr de la liquidité pour acheter plus bas si jamais le scénario dont je parle ici se produit, c'est-à-dire le retour aux 12 000$. Voilà, donc ça c'était pour la petite analyse du Bitcoin. Mais il est très important d'admettre qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, on identifie simplement des supports et des résistances. Vous avez vu le niveau de support des 12 000 ici si on casse par le bas, le niveau de résistance ici sur les 28 000 si on va par le haut. Ça ne veut pas dire qu'aux 12 000 on ne va pas aller plus bas, et donc même si on achète on se garde la liquidité au cas où. Ça ne veut pas dire que si on monte aux 28 000 on va forcément chuter par la suite. Donc on revend mais pas tout, vous voyez. Donc ça nous permet de savoir si on doit revendre ou acheter, mais ça nous permet également de faire ça par palier avec des quantités précises que l'on prédéfinit à l'avance en fonction de notre stratégie. Mais impossible de savoir si demain le prix du Bitcoin sera plus élevé ou moins élevé que maintenant, ça vous vous en doutez bien. Regardons une dernière chose sur le Bitcoin. Au niveau des contrats dérivés, on a quelque chose d'intéressant qui se produit sur la plateforme Binance. Énormément finalement de positions sont en train d'être prises, hein. Regardez en tout cas, si on dézoome un peu sur le graphique, donc là je suis en journalier, on observe qu'on a quand même un open interest qui augmente au fur et à mesure que l'on chute, hein. Et on observe malheureusement, hein, je dis malheureusement parce que c'est pas forcément bon signe pour le prix du Bitcoin, que la plupart des personnes sont plutôt en train de rentrer à l'achat. Donc il est possible effectivement qu'on vienne les liquider, hein, notamment lorsqu'on voit cette accumulation, hein, de positions ouvertes sur le Bitcoin, probablement d'ailleurs dans le sens de la hausse. Donc à voir ce qu'il va se passer, on est vraiment dans un funding rate ici qui n'est pas si négatif que ça, qui est même plutôt positif, contrairement à ce que l'on avait vu ici en juillet 2021, où on avait eu des gros pics, hein, regardez, je peux même dézoomer ici, des gros pics de funding rate négatif, énormément de gens étaient en train de vendre ici, ça s'est traduit par une liquidation par le haut, mais là c'est pas le cas en ce moment, c'est pas le cas, et ça pourrait finalement confirmer le fait que réellement on entre dans un bear market qui peut durer quand même assez longtemps, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être encore 6 mois, un an et demi, peut-être même 2 ans de marché qui stagne entre, par exemple, je dis n'importe quoi, les 18 000, 17 000$ et les 40 000$. Si là, par exemple, on est sur un bottom. Ça n'empêchera pas d'avoir des fluctuations, hein, de 100% sur le Bitcoin, comme on l'a vu, hein, lors des précédents bear market. Bon, je ne vais pas vous remontrer ça maintenant, mais je l'avais déjà fait dans les précédentes vidéos. Donc oui, c'est assez tendu ici, hein, sur les contrats dérivés. On observe quand même que beaucoup de gens sont actifs et sont plus sur du trading court terme que sur de l'investissement long terme. On voit qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent de faire de l'argent rapide sur les contrats dérivés avec des leviers pour faire du trading court terme. C'est effectivement pas la meilleure chose à faire, mais on constate généralement que plus le marché stagne, plus les gens s'ennuient et plus donc les personnes vont aller essayer de mettre des leviers pour essayer de faire de l'argent voilà, de plus en plus rapide. Mais généralement ces personnes là en majorité se font liquider et se trompent de sens et perdent de l'argent, bien sûr, on le sait. Donc attention à ce genre de trade, bien sûr. Alors j'avais également ouvert ce graphique, c'est une simple constatation, mais là sur BitMEX il y a énormément moins de personnes qui tradent que sur Binance. Donc j'ai l'impression, on a tous l'impression que Binance commence à devenir le numéro 1 pour les contrats dérivés, que BitMEX est en train peut-être, pourquoi pas, de disparaître, j'en sais rien. En tout cas vraiment l'intérêt sur BitMEX a fortement diminué, hein, ces derniers temps. Il est même en dessous finalement que lorsque nous étions ici
au crash Covid aux 3200 $. On est en dessous au niveau de l'intérêt, donc quasiment aucune position de prix sur BitMEX. Voilà, la plateforme est peut-être sur la fin de son existence, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que c'était la plateforme historique, la première, donc c'était quand même quelque chose de très important à l'époque, et aujourd'hui on voit qu'il y a d'autres acteurs sur le marché. Peut-être que ça va être de moins en moins intéressant de regarder les contrats dérivés de cette plateforme. On va regarder maintenant les contrats dérivés sur Ether. Voilà, donc là j'enchaîne avec les altcoins, ça y est, et qu'est-ce que l'on constate ? On constate que l'Open Interest ne monte plus tant que ça depuis quelques temps, donc depuis le 23 juin, vous voyez, on est même au-dessous actuellement, et que l'intérêt sur les altcoins, enfin en tout cas sur l'Ether, excusez-moi, s'est opéré ici entre le 9 juin et le 18 juin. Et ce qui était intéressant de constater, c'est que c'est également la période de temps, si on se met également en daily sur ce graphique, où on a eu une altcoin dominance. Donc regardez là, c'est le 12 juin, 9 juin c'était par ici, voilà, par ici, et le 18 juin c'est par là. C'est la période de temps où on a eu un réel rebond des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc le prix de l'Ether par rapport au dollar n'a pas tant bougé que ça. On est en train de dessiner quelque chose de similaire au graphique du Bitcoin. Malgré tout, on a énormément de personnes qui sont rentrées en position pendant cette période de stagnation là que l'on a à l'écran, notamment ici, puisqu'on est passé de 530 000 Ethers en position à approximativement 1 million d'Ethers en position sur la plateforme Binance. Donc on a doublé le nombre de positions sur Binance, sur l'Ether. Ce qu'on veut savoir, c'est si ces personnes se sont positionnées à la vente ou à l'achat. Et on voit que c'est assez mitigé en fait. On constate quand même que pendant cette hausse-là, c'est-à-dire pendant le moment où effectivement il y a eu cette réelle poussée sur l'intérêt au niveau de l'Ether, eh bien on avait un funding rate négatif, donc on peut estimer que beaucoup de personnes étaient plutôt à la vente au niveau des altcoins. Raison pour laquelle on peut imaginer bien sûr, contrairement au Bitcoin, le graphique que l'on voyait juste avant, eh bien un rebond sur les altcoins. Donc on peut estimer, quand on voit cela, que l'altcoin dominance serait peut-être prête à continuer sur sa lancée. Puisqu'on voit ici des personnes qui sont majoritairement à la vente, en tout cas pendant cette augmentation de l'Open Interest ici sur l'Ether, et que donc on pourrait les liquider par le nord, alors que sur le Bitcoin c'est l'inverse. Donc on pourrait avoir un Ether qui prend de la valeur par rapport au Bitcoin dans les prochaines semaines, mais bien sûr c'est de la spéculation ici. Je ne sais pas ce qui va se passer, je suis en train de regarder les indications que j'ai et j'essaye de déduire certains scénarios que l'on peut envisager. Ici donc je dézoome, je me suis mis en weekly, et on voit qu'on a un canal qui représente les clôtures à plusieurs reprises. Et on voit qu'on est revenu l'intégrer, ce canal. C'est-à-dire qu'on était en train de jouer à l'intérieur pendant quand même une période de temps d'1 an et quelques. Alors là c'était le 3 mai 2021, ici le 9 mai 2022, donc clairement une période d'1 an, on a jonglé à l'intérieur de ce canal pour le casser par le bas ici et réintégrer cette zone de prix qui était effectivement une zone de support très pertinente que l'on avait identifiée ensemble avec cette zone rouge ici. Et on voit que l'altcoin dominance s'est reprise. J'avais envisagé que là on avait un niveau de résistance très important, ce qui était le cas, puisqu'on c'était la touchette, enfin en tout cas le retour sur cette ligne de tendance qui pouvait se traduire par une continuation baissière et qui peut toujours le faire bien entendu. Malgré tout, on voit que sur les clôtures hebdomadaires on a réintégré ce canal. C'est plutôt bon signe, on vient le retester par la suite et là pourquoi pas envisager un rebond, c'est quelque chose de possible. Et les contrats dérivés appuient finalement ce scénario que je suis en train de citer ici. Donc on pourrait effectivement avoir des altcoins qui performent un peu, et donc aujourd'hui aller parler des altcoins et d'aller voir le portefeuille fictif qui les concerne me semble effectivement pertinent. Donc on enchaîne directement avec ça. Alors c'est parti, j'avais créé ce portefeuille en me disant voilà, j'avais mis 2400 $, qui sont bien sûr fictifs, c'est pas du vrai argent, mais c'était simplement pour faire un exemple, et j'avais estimé que ça pouvait être par exemple une personne qui possédait 30 ou 40 000 $ de crypto-monnaie et qui voulait consacrer par exemple 10% de son argent total crypto à l'achat d'énormément d'altcoins, donc différents, pour pouvoir diversifier et limiter son risque. Un peu comme je le disais tout à l'heure, une très grosse entreprise qui consacrerait 1 ou 2% de son folio total sur de l'investissement risqué. Bah là ça serait un peu la même chose, sauf qu'on reste dans l'investissement risqué qui est donc la blockchain et les cryptos. On a pour la majorité notre argent du Bitcoin, de l'Ether, des blue chips, c'est-à-dire des crypto-monnaies à forte valeur de capitalisation, et puis on consacre une petite partie tout de même sur des actifs risqués, quand même au cas où si on a une réelle performance qui s'opère dans le secteur, on aura de meilleures performances bien entendu en faisant cela, puisqu'il y a forcément certaines cryptos qui des fois font x100, x200, c'est arrivé en 2021 et en 2020 lors du bull run que l'on a connu, et ça pourra bien sûr se reproduire à l'avenir.
venir. Donc ici, l'idée, c'est de regarder les graphiques des altcoins et essayer de voir sur ces graphiques s'il y a des paliers qui sont atteints. On a défini une stratégie qui nous permet de dire que voilà, si on est dans la zone de rechargement, on met un palier d'achat, sur les 85,4 on met un deuxième, et derrière il faut une réelle structure confirmée pour le troisième. Donc là, il n'y a aucune réelle structure confirmée en weekly sur les graphiques des altcoins que l'on a sélectionnés. Donc le troisième palier n'a jamais encore été investi, puisqu'on est vraiment dans un bear market. Ça va prendre du temps à se construire tout ça, et quand on aura cette confirmation, à ce moment-là simplement, on pourra acheter notre troisième palier sur ces cryptos. Donc là, comme je le disais, on en a 35, il nous en reste 5 sur lesquels nous devons investir. On va essayer de voir un peu où on en est et continuer un petit peu à acquérir de nouvelles crypto-monnaies, sachant qu'il en reste plus que 5, on va peut-être faire les 5 dernières aujourd'hui, ensuite on se contentera simplement de regarder cette liste de 40 cryptos pour essayer de choper les derniers paliers manquants. Je commence avec Track par rapport au dollar. Voilà, c'est un projet qui concerne la traçabilité, donc c'est intéressant, un peu à la VeChain. Ici, si on reprend simplement toute la hausse, on voit qu'on est revenu entre les 90 et les 100%. Donc la hausse a été monumentale et la chute également. C'est souvent ce qui se produit, hein. C'est assez logique. Il y avait une bulle spéculative. Vous voyez, on est même revenu en dessous de ce canal, ce qui représente bien et ce qui matérialise bien le fait que l'on entre dans un bear market. Aujourd'hui, le track vaut 18 centimes. Voilà. Donc il vaut 18 centimes. Et on observe ici que la zone de rechargement a été transpercée comme dans du beurre, qu'on est revenu au 0,9, on a rebondi légèrement pour ensuite aller casser cette ligne de tendance. Donc désormais, on a deux paliers qui sont atteints, à savoir la zone de rechargement et les 85,4 de Fibo. Il nous manque la structure. Donc là, on va pouvoir procéder à deux paliers d'achat sur Track. Il y a d'autres éléments que vous pouvez regarder. Moi, je vous parle de certaines cryptos, vous pouvez en analyser d'autres, bien sûr. Donc je vous donne un peu les éléments qui vous permettent de le faire. Vous pouvez aller voir Track par rapport au Bitcoin. Donc c'est intéressant de regarder aussi et de jeter un œil au prix de la crypto en question que vous voulez acquérir par rapport au Bitcoin. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que les graphiques ne sont pas forcément similaires et peut-être même des fois plus pertinents. Par exemple ici, on voit que cette ligne de tendance fait une jolie zone de support. Sur le prix par rapport au dollar, on a vu qu'on avait cassé cette ligne de tendance par le bas. Ce n'est pas le cas par rapport au Bitcoin. Donc effectivement, en fait, le fait que le Bitcoin chute autant également, qu'il ait perdu 75%, ça crée des discordances sur les graphiques par rapport au dollar. On a l'impression qu'on casse des niveaux et on n'a pas de zone de support pertinent, alors que sur le graphique par rapport au Bitcoin, on peut observer beaucoup plus précisément ces zones de support. C'est pour ça qu'on aime bien faire ça. Ce que vous pouvez faire également sur CoinGecko, tout simplement, ici dans la barre de recherche, vous rentrez le nom de votre crypto et là vous allez avoir pas mal d'informations intéressantes, notamment au niveau de son inflation à prévoir. On voit ici par exemple que il y a encore une petite inflation à prévoir sur ce token. Si je vous tape ici le Bitcoin, vous allez voir que au final il y en aura 21 millions, ça on le sait, et qu'aujourd'hui on en a 19 millions en circulation. Donc il y en a donc 9 sur 10 qui ont été émis quasiment. Alors que sur Track, effectivement c'est plutôt 4 sur 5. Donc il y a encore une inflation à prévoir, mais ça reste selon moi très acceptable. Car des fois, vous avez certaines crypto-monnaies où 90% des tokens sont encore à émettre. Donc voilà, ça c'est intéressant à voir. On retourne sur le graphique, ou même sur le portefeuille fictif. On a vu qu'on avait deux paliers à investir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter sur ce tableau. Donc ça, c'est un tableau que je vous partage. Je vais vous montrer en même temps comment ça fonctionne, voilà, en même temps que je le remplis. Mais sachez que si vous voulez en savoir plus, dans la description, vous avez un lien qui vous amène vers une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau. Également, un lien qui vous fait tomber sur le site de CryptoOrganize pour l'obtenir. À savoir que cet outil vous permet de calculer vos plus-values lorsque vous sortez des cryptos en fiat, etc. Donc c'est assez intéressant. Je vous laisse jeter un œil. Donc là, je vais ajouter du coup Track à ce portefeuille fictif. Pour cela, j'entre simplement son nom ici. Il va s'ajouter sur tous les onglets du tableau. Ça prend quelques secondes, mais son prix est actualisé en temps réel. Voilà, donc le Track vaut 18 centimes de dollars, donc 18 centimes d'euros, puisque 1 euro égale 1 dollar depuis très peu de temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, on le voit directement sur le tableau, puisque c'est des valeurs qui sont récupérées instantanément toutes les minutes. Tout s'actualise ici. Donc voilà, on a le Track qui a été ajouté, on va pouvoir dire combien on en a. Donc là on en a 0, on va simuler l'achat, on va dire que voilà, on va acheter 40 dollars de Track puisqu'on a deux paliers à faire. Donc là j'ai un petit convertisseur à cet endroit là, donc je mets Track, je vais dire 40 dollars, ça représente 217 Track tout simplement. Donc je vais pouvoir ici aller sur ajouter une plateforme et je vais mettre 217. Alors est-ce qu'il y avait une virgule ou quelque chose ? Ouais, 217,13 pour être très précis, mais ça a peu d'importance honnêtement de rajouter ces 0,13. Mais voilà, je le fais quand même pour être précis. Je vais retirer les 40 dollars, donc sur les du coup 1080 dollars qui nous restent à investir, on va en avoir plus que 1040. Voilà. J'ai donc pu simuler cette transaction et voilà, on a exactement la même chose. On a simplement ajouté nos 40 dollars de Track.
On continue avec ELF par rapport au dollar ici sur Binance. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de regarder son prix par rapport au Bitcoin également. De la même façon, on a cette sorte de ligne de tendance que l'on a cassée par le bas. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, pendant cette petite partie d'Altcoin Dominance qui performait ces dernières semaines, on a ce token qui est passé ici, qui a touché les 13 centimes, voire même un peu plus bas, les 11 centimes si je ne dis pas de bêtises, pour se retrouver à 23 aujourd'hui. Donc on est quand même à 100% de performance. Hein. Donc très très belle performance, x2 hein, pour ce token en quelques semaines. Mais on est toujours sur cette tendance baissière, attention, et on pourrait encore dessiner un nouveau plus bas. On va essayer de voir quand même son graphique, comme je le disais, ELF par rapport au Bitcoin. Voir ce que ça donne, ça m'intéresse de regarder cela. Et on voit qu'on est, donc ici c'est le mois d'août 2019, donc pendant ce bull run que l'on a connu, c'est pas une crypto-monnaie qui a énormément performé. On le voit directement ici, peut-être que son prix était beaucoup plus élevé par rapport au dollar, mais on voit que par rapport au Bitcoin, ça n'a pas été un des meilleurs investissements hein, de l'année 2021 bien sûr. On a quand même un range qui s'établit ici, vraiment, hein, entre ces deux niveaux, grosso modo, hein, que je vous ai tracé ici, que la crypto-monnaie, je pense qu'elle a subi une inflation très importante, parce que quand je vois ça, c'est effectivement ce à quoi me fait penser ce genre de graphique. Alors ELF, on va aller voir un petit peu cela. Donc là, voilà, on est à 461 millions de tokens émis sur 879 millions. Donc là, on a à peu près 1 sur 2 des tokens émis. C'est pas forcément la meilleure chose que l'on recherche, mais ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et de toute façon, son prix évolue en fonction de l'offre et la demande. Et s'il y a de la forte spéculation, ça peut quand même prendre beaucoup en valeur, même s'il reste des tokens à émettre. Mais voilà, il faut noter quand même que ce token subira une inflation de 100%. C'est-à-dire que voilà, le nombre de tokens émis et en circulation doublera à un moment donné. Peut-être que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, j'ai pas regardé le tokenomics, mais c'est important quand même à noter. Alors, au niveau du prix de LF par rapport au Bitcoin, comme je le disais, on est sur ce range, et peut-être qu'on pourrait, hein, pourquoi pas regarder ici, hein, si on vient clôturer au-dessus des, je sais pas combien de zéros il y a, mais 12,48, eh bien on pourrait, pourquoi pas, aller chercher quelque chose d'assez intéressant au niveau du prix, pourquoi pas aller chercher ces anciennes mèches que l'on voit, il y en a 2 ici, à l'écran, ce qui pourrait établir, donc sur le prix de Aleph par rapport au Bitcoin, une performance de 126% encore supplémentaire, hein, voilà. On va retourner sur son prix par rapport. On voit quand même, hein, je tiens à préciser, parce que là je suis en train de vous dire ça, mais de façon très précise, que là on est sur un niveau de résistance. Hein. Là je suis en train de vous dire que si on le casse par le haut, on peut aller plus haut, mais effectivement, pour l'instant, il est quand même plus probable qu'on vienne rebondir à la baisse hein, sur ce niveau-là, parce que c'est ce qui s'est passé quand même à de nombreuses reprises. C'est quand même ce qu'il faut noter. Si par contre on voit une clôture au-dessus en weekly, là oui, on peut s'attendre à une future hausse sur ELF. Ce que je voulais voir également, c'est les niveaux qui ont été atteints pour pouvoir effectuer nos paliers d'achat sur ce token. Donc je retourne sur son prix par rapport au dollar, je vais me positionner comme cela, et je vais prendre un Fibo de retracement pour voir quels sont les niveaux atteints. A priori, la zone de rechargement a été dépassée. La question, c'est pour les 85,4. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc là, je l'ai fait de façon précise avec l'aimant, donc on va vraiment pouvoir observer ça précisément. Je vais mettre une ligne horizontale sur les 85,4 ici. Voilà, et on observe qu'actuellement on est pile poil sur ce prix là des 85,4. Donc on peut estimer que l'on peut effectivement investir 2 paliers par rapport à notre stratégie, malgré le fait que le token est fait x2. Il va falloir maintenant attendre un W weekly pour investir le 3e palier. On voit qu'on est très loin encore d'un W weekly, hein, parce que là on a fait un nouveau plus bas. Pour avoir un W weekly, il faudrait qu'on vienne retourner sur ces zones de prix, qu'on vienne confirmer ça. Et effectivement, on aura notre 3e point d'achat par ici, par exemple, sur les mêmes prix que les prix actuels, hein, pourquoi pas, si jamais ce que je suis en train de dessiner se produit, pour ELF. Voilà, donc je l'ajoute au portefeuille fictif, donc ajout des coins. On va mettre ELF, voilà, donc on va voir si son prix s'affiche correctement. On avait dit 22, 23 centimes, donc c'est bon, hein, le prix est actualisé en temps réel. Et on va pouvoir dire voilà du ELF, donc de la même façon que ce que j'ai fait pour le track, on va voir combien représente 40 $ de ELF. Ben, ça représente 176,10 ELF. Donc je vais pouvoir l'ajouter ici, je simule mon achat, 176,10 et supprimer les 40 $. Il reste maintenant désormais 1000 $ à investir, tout rond. Tout simplement. Voilà, donc on retourne sur le tableau, on voit que ça a bien été simulé, que la transaction a bien été simulée ici. Donc j'aurais souhaité terminer ce portefeuille fictif avec les 3 crypto-monnaies restantes, mais c'est pas grave, on le fera plus tard parce qu'on est déjà à 28 minutes d'enregistrement. Je vais m'arrêter là, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.